Pourriez-vous nous raconter une situation dans laquelle la langue a été un frein, une difficulté? Ça c'est sûr, mais la langue française c'est trop dur. Au début je suis venue en France, je ne connais pas du tout. Juste que dire bonjour monsieur, bonjour madame, c'est tout. Quand j'arrive en France, je ne vais même pas parler un mot. Même pas. Ma femme, oui, mais elle n'est pas trop, mais elle comprend. Et j'arrive pas à parler. Ah oui, c'est trop compliqué. En français, c'est trop compliqué, mais c'est trop chic aussi. Et c'est difficile de parler le français? Encore difficile. Je voudrais bien nationalité française, comme je ne sais pas lire, écrire. Pouvez-vous vous présenter, nous dire quelle structure vous soutenez et quel public accueillez-vous? Je suis Jean-François Guillas, je suis bénévole au Secours populaire de Nantes, donc à l'antenne de Nantes, et je reçois des bénéficiaires qui viennent frapper à notre porte pour avoir une aide alimentaire. Je fais avec eux une évaluation de leurs ressources et de leurs charges, je réponds à leurs questions et je leur donne des informations sur des sujets qu'ils évoquent lors de l'entretien. Je suis Chantal Guédon, je travaille à la Calandre, qui est un service du centre éducatif Tréméac. Et dans le service de la Calandre, je suis sur un dispositif qui s'appelle l'Action de soutien aux jeunes migrants. Alors, je m'appelle Mathieu Cavalier, je suis pasteur chargé de la direction ici dans cette association de la fraternité depuis 1 an et demi maintenant. On a des publics de primo-arrivants par exemple, beaucoup de personnes issues de l'immigration, mais pas que. On a des publics dits en fragilité qui viennent bénéficier de nos différents services sociaux. Voilà, la mixité sociale pour nous c'est quelque chose de très important qui fait sens, qui donne du sens à notre action sociale. Du coup, moi je suis intervenante socio-éducative à la Clairefontaine, accueil de jour et restaurant social. Je m'appelle Isadora Le Carvenec. On accueille un public qui rencontre des difficultés sociales, sanitaires, psychologiques, psychiatriques. On est basé sur un accueil inconditionnel. Il n'y a pas de critères d'accueil en fait pour ce public-là. Donc on peut aussi avoir des personnes qui parlent une langue étrangère, qui sont demandeurs d'asile. Mais on accueille tout le monde, on a un lieu d'activité, il y a une équipe de professionnels, une équipe de bénévoles, voilà. Alors je m'appelle Paul Montloubou, je travaille pour l'association Babel 44. On travaille avec des collégiens pour l'apprentissage du français, donc des collégiens d'origine étrangère. Ensuite, on travaille avec des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans qui ne sont pas scolarisés en France. On a un public aussi d'apprentis dans des CFA. Voilà. Et en projet, on est en train de développer des partenariats, l'enseignement du français à des adultes. Et puis, on est en train de développer le projet aussi, de travailler avec l'Éducation nationale pour ouvrir un dispositif qu'ils appellent ouvrir l'école aux parents. Donc donner des cours de français toujours aux parents des jeunes collégiens. Voilà. Parler français, ouais, ça a été une difficulté pour vous? Ouais. À quel moment vous avez eu l'impression de rencontrer le plus de difficultés? Au début que j'ai arrivé en France, ça fait combien de temps que j'ai là? Ça fait... 85. Non, 88, j'ai arrivé en France. Quand j'arrive en France, je ne vais même pas parler un mot. Je fais la commerciale, je fais la restauration, tous les clients c'est français. Je parlais français petit à petit, et après pour les couturiers, voilà, j'ai commencé comme ça. Ouais, oui, c'est trop compliqué. En français, c'est trop compliqué, mais c'est trop chic aussi. C'est ça les langues. Non, c'est vrai en plus. Et vous avez l'impression qu'il vous a fallu combien de temps pour pouvoir communiquer correctement? Voire 4-5 ans quand même. 4-5 ans après, j'ai commencé petit à petit. J'arrivais jusqu'à maintenant. Et après, je sais pas. Je veux bien encore plus, maintenant, mais... c'est très bien. Ah oui, ça va. Pas très bien, mais ça va. D'accord, ok. Pouvez-vous donner une situation dans laquelle la langue a été une véritable barrière? J'ai une anecdote en tête. Un jeune homme qui, quand il est arrivé, donc parlait pas du tout la langue, et donc il avait un rendez-vous à Pôle emploi où semble-t-il il n'a rien compris, le conseiller en face n'a rien compris, un rendez-vous qui s'est répété une deuxième fois pour le même résultat, troisième fois, même chose, et au bout d'un moment il a laissé tomber. Et
Et ça, c'était en 2011. Et on a pu, là, on vient d'obtenir le résultat. C'est-à-dire qu'on a demandé, avec des explications bien sûr, une inscription rétroactive pour qu'ils puissent bénéficier de l'ATA. Et il y a eu l'accord. Moi, il y a 2 jours, j'ai rencontré une dame érythréenne qui ne parlait que l'érythréen parce qu'il n'y avait pas d'équivalent de langage. Pour le coup, elle ne parlait pas arabe ou voilà. Donc là, il y a vraiment une barrière de la langue très prégnante et très spécifique. Et cette dame, elle doit appeler le 115 en fait tous les jours pour avoir accès. Et le 115 ne comprend pas qui est cette dame au téléphone. Du coup, nous, on fait médiation là dans cette situation. Et là-bas, moi j'ai un monsieur arabe qui parle arabe. J'ai fait appel à d'autres personnes, mais ça a été très limité. Et puis le monsieur est parti, mais peut-être qu'à un moment donné on a loupé le coche, on aurait pu... voilà. Par exemple, il y en a d'autres. J'ai effectivement en tête le passage d'une dame qui parlait français, qui semblait le comprendre, que j'ai reçu pendant un quart d'heure. Ce jour-là, je lui ai annoncé que malheureusement, l'aide du Secours populaire, qui est une aide donnée pour 4 ans, se terminait. J'ai dû passer un bon quart d'heure avec elle pour lui expliquer ça, en reformulant mes phrases, en adoptant un autre vocabulaire. Et lorsqu'elle partait, elle m'a dit « Mais quand est-ce que je vais avoir mon prochain rendez-vous ?» Autrement dit, elle n'avait absolument pas compris ce que je lui avais dit. Et je m'interroge toujours maintenant, à la fin de chaque entretien, pour savoir si vraiment les gens qui sortent ont bien compris ce que je leur ai dit. Je n'en suis jamais sûr. Ces situations-là sont fréquentes chez nous, puisque presque tous les jours, on est confronté à des familles qui ne parlent pas de langue occidentale. Donc c'est extrêmement compliqué de dialoguer avec ces familles-là. L'année dernière, on a eu le malheur, en définitive, d'accueillir une famille tchétchène, une jeune maman avec sa fille, et elle ne parlait ni anglais, ni français, elle parlait un petit peu russe et tchétchène. Il a fallu qu'on l'accueille avec sa fille pendant une bonne année, et ça a été extrêmement compliqué de lui expliquer les démarches administratives, combien de temps elle allait pouvoir rester chez nous. Donc on n'a pas le vocabulaire adéquat pour expliquer correctement les choses, c'est encore plus délicat. Justement, lorsque je parle des collégiens, il y a régulièrement pendant l'année scolaire des bilans qui sont menés avec l'équipe éducative du collège d'où vient le jeune. Et il arrive fréquemment que les parents justement ne parlent pas la langue et du coup d'être obligés, de solliciter des traducteurs qui vont venir là pour venir en appui pour que les choses soient claires, compréhensibles pour les parents bien sûr, compréhensibles aussi pour le jeune qui ne va pas toujours savoir traduire pour ses parents, et pour aussi travailler dans l'esprit de mettre les parents dans leur rôle de parents et le jeune dans son rôle de jeune. C'est-à-dire que pour une fois, le jeune n'aura pas à traduire pour ses parents. À quelle fréquence êtes-vous confronté à la barrière de la langue? À chaque matinée, on a au moins une personne avec qui on a une difficulté plus ou moins grande, mais on n'arrive pas à obtenir ou à avoir le contact que l'on a avec un national, avec un français. C'est au moins une fois par jour, oui, c'est clair. Presque toutes les semaines, on voit arriver des gens primo-arrivants et qui ne possèdent absolument aucun mot de langue occidentale. Si on n'est pas à même d'échanger correctement en français en arrivant en France rapidement, c'est pas de boulot, c'est pas d'appart, c'est un marasme administratif impossible à dépatouiller. Donc le premier effort et la première aide qu'on peut apporter à ces populations-là, c'est l'accès à la langue. C'est très régulier. Moi, c'est mon travail. C'est-à-dire que les jeunes sont confrontés au quotidien à cette difficulté de la barrière de la langue. Dans leur démarche quotidienne, pour aller chercher du pain ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, c'est quotidien. Quand même très régulièrement, puisque on accueille des jeunes en entrée et sortie permanente sur toute l'année scolaire. Chaque jeune a un suivi individuel, donc un accompagnement individuel. Et il y a des moments où vous vous êtes dit « j'aimerais bien avoir quelqu'un qui m'accompagne pour comprendre ». Je me mariais en fait à une Française. C'est ma femme française. D'accord. C'est comme ça, si quelque chose... Et elle, du coup, elle vous accompagne au quotidien? Oui, des fois, oui.
Aux petites choses, c'est moi qui passais, mais... D'accord. J'imagine que c'est pareil pour monter une affaire comme ça, ça peut être... C'est pas facile, mais comme le papier, je connais le boulot, mais je connais pas le papier, plein de choses. Oui, mais donc comme ma femme qui du connaît... coup, vous avez votre femme qui a pu vous aider. Voilà. Sinon... Si vous n'aviez pas eu votre femme, ça aurait été compliqué. Vraiment, ouais, vraiment compliqué. C'est français, c'est compliqué, c'est apprendre français. Bien sûr. C'est une langue qui, comme le turc, tu vois, c'est plusieurs choses, plusieurs mots, plusieurs... Comment avez-vous l'habitude de fonctionner lorsque vous êtes confronté à la barrière de la langue? On a ici, nous, dans nos cours d'alpha, des professeurs qui s'engagent à travailler avec des familles ou des personnes qui ne parlent pas un mot de français. On commence tout simplement par la relation humaine, par le contact humain. Petit à petit, on apprend le français. Avec les gestes, avec l'anglais, donc avec un anglais approximatif aussi, et sachant qu'eux aussi ont un anglais approximatif, l'exemple de Somaliens qui parlent anglais avec un accent très fort, donc on met du temps à se comprendre. L'expression du visage, tout ce qui est communication non verbale, ça fonctionne bien. Voilà, jusqu'à mimer pour aller aux toilettes, hein, c'est quand même, on est sur des trucs... souvent pour une situation, pour déblayer le terrain, on va lire leur courrier administratif qui va nous permettre de situer la situation. Par contre, tout ce qui est de l'ordre, on ne peut pas s'exprimer avec eux, discuter de leurs difficultés, de leurs frustrations. Donc on crée d'autres frustrations aussi, quoi. Voilà. Donc on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et ce que je disais tout à l'heure, avec d'autres personnes aussi qui sont accueillies, mais ça pose la question du secret professionnel. C'est délicat de partager ça avec d'autres accueillis, mais des fois on n'a pas le choix. Pouvez-vous nous donner les raisons pour lesquelles ces réseaux vous seraient utiles? Comment faire pour que les parents soient encore plus concernés par les parcours que nous proposons à leurs enfants? C'est pas évident pour les parents de toujours bien comprendre le fonctionnement. C'est pas évident non plus pour les parents de comprendre ce que c'est qu'une association déjà au départ. J'aimerais beaucoup produire des documents et les faire traduire de manière à ce qu'ils sachent ce qu'ils vont signer quand ils vont signer la fiche d'inscription du jeune. Bien souvent, ils signent, ils ne savent pas ce qu'ils signent. Moi, je trouve que c'est... Bon, voilà, c'est quand même... ça pose question. Au vu, il y a quand même des déficits dans les outils existants. C'est que nous, on n'est pas formés, on n'a pas d'outils. Les outils Reverso sur Internet et compagnie, c'est très, très limité. Hein, la traduction, voilà. Et puis, pour autant que les gens sachent, il faut qu'ils sachent lire. Et ça, c'est pas forcément, même dans les pays étrangers, le cas. On se disait avec l'équipe, peut-être que s'il y avait des entretiens différés, alors soit pour gérer des conflits liés à une incompréhension du règlement, voilà, donc on ne mettrait pas en difficulté le traducteur, hein, mais de pouvoir réexpliquer notre fonctionnement, ça peut être intéressant, de pouvoir approfondir une situation à un moment donné, donc de pouvoir solliciter un traducteur, voilà, de pouvoir organiser pourquoi pas une permanence pour l'accès au droit, pour que les personnes puissent se saisir d'un moment donné avec quelque chose qui facilite l'accès au droit, donc une personne qui pourrait nous traduire les questionnements et nous on peut y répondre et être retraduit, et puis, ou ne pas y répondre, ou orienter vers des lieux qui sont adaptés. Et une autre proposition qu'on avait, c'était de créer des outils communs avec les traducteurs, des types de fiches repères en fait, avec qu'on puisse nous être autonomes après. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un document français qui reprend les mêmes choses en arabe, en russe, qu'on puisse présenter et faire référence. Alors, j'en ai pas deux, j'en ai qu'une. C'est qu'effectivement, je me rends bien compte qu'il y a, j'allais dire, c'est le mot qu'on emploie en ce moment beaucoup, une espèce d'apartheid entre les personnes, et on arrive facilement à donner des informations à des Français, et on n'arrive pas à donner des mêmes informations à des non-nationaux, parce que précisément on n'arrive pas à se faire comprendre, quoi. Donc on fait souvent une aide alimentaire qui est réduite avec un simple colis de dépannage, alors qu'on pourrait sûrement leur donner des précisions supplémentaires pour qu'ils puissent eux aussi accéder au libre-service, ou leur donner des informations sur d'autres sujets, des informations qu'on a l'habitude de donner à des Français. Mais avec les étrangers, manifestement, on est obligé de bâcler, c'est le mot que j'emploie, les entretiens que l'on a bien souvent. Ce serait vraiment un plus pour les jeunes, parce que je ne peux pas être partout, et le problème de la langue, ils l'ont partout. C'est-à-dire en allant voir un spectacle, en allant rencontrer, je sais pas, une fête, une organisation, une fête associative ou une manifestation, peu importe.
qui puissent être accompagnés de quelqu'un qui parle la même langue qu'eux et qui puisse expliquer ce qui s'y passe réellement, ça serait vraiment bien. Vraiment, c'est un plus pour eux. Vous parlez plusieurs langues et souhaitez devenir bénévole? Vous êtes une association et avez besoin de réseaux? Ou vous souhaitez développer les projets en France et à l'étranger? N'hésitez pas à nous contacter.